Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, je vous présente une capsule spéciale parce qu'elle est en collaboration avec Printemps Saint-Sauveur. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à des lieux que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire la fabrique de munitions de l'arsenal Saint-Malo. Avant de commencer, je vous mets un peu dans un contexte historique parce qu'on va s'intéresser vraiment à la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Puis les guerres mondiales sont vraiment bénéfiques pour les femmes qui font pour la première fois l'expérience du travail salarié et qui constatent que, coudon, elles sont en masse capables de faire tout ce que les hommes font tout en gérant les enfants. Sans les guerres mondiales, ça aurait été vraiment difficile qu'on nous laisse travailler et qu'on nous fasse accéder à la citoyenneté. Puis ça a été vraiment déterminant pour forcer notre place dans la société parce que dans aucun autre contexte, on aurait toléré le travail des femmes à l'usine, bien que plusieurs femmes travaillaient déjà évidemment à domicile parce qu'il fallait bien. Donc, pour ce qui est de l'arsenal Saint-Malo, c'est en fait une fabrique de munitions. C'est un immeuble en briques rouges comme la plupart des bâtiments industriels de l'époque. C'est un ensemble de bâtiments qui ont été conçus pour donner un sentiment de grandeur aux ouvriers et ceux-ci sont situés sur la rue Taillon, dans le parc industriel de Saint-Malo, dans le quartier Saint-Sauveur. Sachez qu'à l'époque, à Québec, on fabrique des bombes en masse. C'est même une plaque tournante de l'industrie des munitions. L'ensemble de bâtiments dont on parle aujourd'hui, ça a été construit en 1941, lorsque le ministère de la Défense nationale a acheté le site pour répondre à l'effort de guerre. On y fabriquait, entre autres, les pièces de cartouches calibre 0.50. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais personnellement, j'aime bien l'image des femmes célibataires en non-mixité qui fabriquent des armes. Une partie de l'usine servait à l'inspection des pièces produites pour éviter les accidents, comme se faire exploser accidentellement la cervelle. Les usines de Saint-Malo n'ont jamais autant roulé que pendant la Seconde Guerre mondiale, probablement parce que c'était des femmes qui bossaient. Les usines sont ensuite reconverties pour la production de cartouches. Le travail des femmes, on le mentionnera jamais assez, mais c'est très important à l'époque. C'est rarement mentionné dans les livres d'histoire, mais c'est un passage historique de la moitié de la population vers un minimum d'autonomie financière. Puis je mets autonomie financière entre très gros guillemets, parce que quand même, leur paye est vraiment une fraction de ce que les hommes gagnaient à l'époque. Et aussi, on va se le dire, ils vivaient du harcèlement sur les lieux de travail. Et on le verra tantôt, mais leur travail était très mal toléré par les autorités cléricales, donc le clergé. Mais quand même, à l'époque, apparaît l'idée que le travail féminin est peut-être acceptable sous certaines conditions, c'est-à-dire quand les hommes sont pas là. Puis après la guerre, d'ailleurs, on va les traiter de voleuses de job, vraiment avec ces mots-là. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel des droits des femmes pour l'époque qu'on est en train d'étudier. Premièrement, jusqu'en 1940, les femmes blanches de citoyenneté canadienne n'ont pas le droit de vote au provincial. Ça veut un peu dire que les femmes sont à l'époque des citoyennes de seconde zone. Ça aussi, on va se le dire. Les femmes mariées n'ont pas d'identité juridique. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se représenter elles-mêmes en justice ou intenter une poursuite. Elles ne peuvent pas signer un chèque ou un bail pour un loyer. Elles n'ont pas la garde légale de leurs enfants, puis divorcer, ça ne se fait pas en criant ciseaux, à moins qu'elles aient une preuve que leur mari abuse d'elles, ce qui est difficile à prouver, n'est-ce pas, quand ça se passe en privé. Dans le fond, c'est pas compliqué. Quand vous êtes marié au Québec, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, votre identité, c'est celle de votre mari, et vous devez lui demander la permission pour pas mal tout. Puis ça va seulement changer en 1964 avec la loi 16 de Marie-Claire Kirkland-Casgrain, qui est la première femme députée de l'Assemblée législative du Québec. Donc, imaginez à quel point l'entrée sur le marché du travail des femmes, c'est quelque chose qui fait bad tripper bien du monde à l'époque. Et ça ne veut quand même pas dire que du jour au lendemain, les Québécoises gagnent leur vie et deviennent libres, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'émancipation et les mouvements de libération des femmes. Pour revenir à notre sujet principal qui est l'arsenal Saint-Malo, on sait qu'environ 7000 femmes ont fabriqué des munitions à l'arsenal fédéral de Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'actuel parc industriel de Saint-Malo. Selon l'historien Alain Jelly, au début de 1939, l'arsenal de la Côte-du-Palais est la seule usine canadienne fabriquant des munitions militaires de petit calibre. Sa production de cartouches se chiffre à 750 000 par mois, soit 9 millions par année. Puis tout ça, c'est un boost absolument exceptionnel pour l'économie de la ville. Ça engendre une création d'emplois sans pareil. Et les historiennes et les historiens le savent bien, l'économie de guerre, ça fait vraiment du gros cash. C'est même une période de relative prospérité, même si les débuts sont un peu difficiles, parce que la production militaire, notamment les industries d'armement
qui s'implantent en grande partie au Québec, de même que l'enrôlement volontaire des hommes dans les forces armées font rapidement reculer le taux de chômage. D'après l'historienne Denise Baillargeon, en 1942, pour mieux coordonner l'effort de guerre, le gouvernement fédéral met sur pied le Service national sélectif afin de dénombrer les forces productives du pays et diriger la main-d'œuvre là où les besoins sont les plus criants. Les femmes célibataires se voient alors offrir des stages de formation pour qu'elles puissent occuper des emplois stratégiques comme électriciennes, soudeuses ou mécaniciennes dans les ateliers de fabrication de chars d'assaut et d'avions. En juillet 1942, le gouvernement fédéral met en place des garderies pour encourager aussi les femmes mariées à travailler, ce qui met les élites nationalistes canadiennes-françaises complètement sur le piton panique, parce qu'on pense que la société va s'effondrer au complet si les femmes deviennent autonomes. Toujours selon Alain Jelly, le 18 septembre 1939, le ministère de la Défense, se basant sur les estimations du cabinet de guerre, approuve la nécessité d'augmenter la capacité de production de l'arsenal fédéral à 75 millions de cartouches. Et pour se pencher un peu plus sur les lieux qui nous intéressent, sachez que l'usine de chauffage à l'Arsenal Saint-Malo fonctionne jusqu'en 2014. Il y a de grandes qualités architecturales des complexes qui composent l'usine. Selon le répertoire du patrimoine bâti, l'architecture du bâtiment est fortement influencée par le mouvement architectural moderne. Les matériaux utilisés comme le béton armé sont aussi représentatifs de la première moitié du 20e siècle et parlent un peu en soi de l'industrialisation croissante de la société québécoise. Et parlons un petit peu aussi du fonctionnement de l'usine, toujours selon le répertoire du patrimoine bâti. Il y a 3 voies qui desservaient l'usine à l'origine. La première voie était liée à la salle d'entretien, située à l'ouest. La deuxième voie était liée au quai extérieur pour le déchargement des matériaux nécessaires à la production des balles de calibre, situé au nord. Et la troisième voie était liée au quai extérieur pour l'expédition du produit fini, également situé au nord. En 1948, donc après la guerre, il y a la compagnie Goodyear qui commence à occuper les locaux. Et toujours selon M. Jelly, les arsenaux fédéraux de Québec furent la dernière entreprise de munitions de petit calibre à produire des cartouches militaires durant l'été 1945. C'est durant l'été 1945, justement, qu'on procède à des congédiements massifs dans les usines de munitions de Québec. Et l'administration de l'Arsenal fédéral continue de congédier des employés jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses effectifs minimaux d'avant-guerre, ce qui est un peu cheap, on va se le dire. Enfin, rares sont les études qui mentionnent le fait que ce sont des femmes qui ont fait rouler l'usine pendant l'une de ses périodes les plus actives. On parle des ouvriers, sans parler du fait que pendant les années de guerre, c'était une majorité de femmes. Pourtant, le recensement de 1941 indique que la main-d'œuvre féminine québécoise est constituée de près de 86 % de célibataires, de 6,5 % de veuves et de femmes séparées ou divorcées, et de 7,5 % environ de femmes mariées, la proportion de ces dernières augmentant de manière notable à compter de 1943, alors que la propagande fédérale et la production de guerre s'intensifient. En fait, des femmes qui fabriquent des munitions, c'est peut-être un peu trop épeurant pour qu'on en parle. Force est de constater que le Québec est vraiment en train de subir de grands changements à l'époque à laquelle on s'intéresse, mais que les discours nationaux de l'après-guerre vont beaucoup chercher à ramener les femmes au foyer. Comme l'explique l'historienne Denise Baillargeon, la persistance dans les années 1940 et 1950 d'un discours nationaliste, traditionnaliste qui ne cesse de faire l'apologie de la famille, de la foi et de la vocation rurale des Canadiens français, et dont le premier ministre, Maurice Duplessis, se fait un fervent propagandiste dans l'après-guerre, apparaît en effet de plus en plus en rupture avec l'organisation sociale et les réalités quotidiennes de la population, plus particulièrement de la population féminine. Ce qui est indéniable, c'est que la guerre a un effet considérable sur la vie des femmes, et pas juste parce qu'elles accomplissent des tâches qui sont traditionnellement réservées aux hommes, mais parce que l'État reconnaît qu'il a besoin de leur contribution et qu'elles sont parfaitement capables de faire tout ce que les hommes font, et ce, même d'ailleurs si elles ont leurs règles. Donc, c'était tout pour cette capsule du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris 1 ou 2 trucs. Encore un grand merci à Printemps Saint-Sauveur pour l'invitation et bonne découverte de votre quartier.